Et si c'était lui, l'iPhone 15, la vraie star de toute la gamme de 2023, celui qu'il faut acheter le modèle de base, oui les amis, avec son nouveau design, son zoom, son super capteur photo-vidéo. On va le voir, l'écran progresse aussi, et puis on a enfin l'arrivée de l'USB-C, ça va vous changer la vie. Finalement, est-ce qu'il reste beaucoup de choses sur les modèles Pro? Bah écoutez, c'est ce qu'on va voir dans ce test de l'iPhone 15. Alors bien sûr, le coloristar c'est ce rose, il y a un petit peu d'effet Barbie sans doute, même si c'est pas la première fois qu'Apple propose un téléphone rose, rappelez-vous du premier SE. Alors moi ce que j'aime bien c'est de garder ces coloris un peu joyeux sur les iPhones classiques, les pros je les trouve un petit peu trop sages, et puis ce design a été vraiment transcendé cette année par cette face arrière mat, façon vert dépoli, teinté dans la masse. Il y a des effets de lumière suivant comment vous l'orientez, par contre attention, là il a l'air assez rose, mais si vous le mettez dehors il a l'air presque blanc, c'est encore pire avec cette version bleue. Donc voilà, attention un petit peu si vous attendez à des couleurs très chatoyantes, voilà, elles sont en réalité beaucoup plus claires. Alors pour préserver ces belles couleurs, moi je vous conseille quand même de mettre plutôt une coque invisible ou alors à paillettes comme chez Sylvia. D'ailleurs on a toutes nos coques d'iPhone 14 qui ont fonctionné, donc vous pouvez les réutiliser, sauf si ça passe pas au niveau du port USB-C, voilà, qui est un peu plus gros que le Lightning, suivant certains câbles ça peut ne pas fonctionner. On a aussi plus de coques en cuir chez Apple, mais regardez, ils ont des nouvelles coques qui sont tissées, qui sont assez sympas, franchement j'aime bien le toucher, très doux, on vous a fait une petite vidéo dédiée. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas de recul sur la durabilité, d'autant qu'elles sont assez chères quand même, et puis elles peuvent se tacher, c'est quand même le risque. Du coup, si vous préférez le cuir, regardez, on a reçu aussi celle de Mujo, avec le petit porte-carte intégré, très pratique, cette petite feutrine, et puis bien sûr la prise en charge du MagSafe. Donc voilà, maintenant vous avez quand même pas mal de choix, mais peut-être un petit peu moins chez Apple. Alors on a toujours un châssis en alu, qui est un petit peu plus conducteur de chaleur, mais je dirais que ça va, même si vous filmez beaucoup, il chauffe quand même pas encore trop. Il est surtout plus léger que l'iPhone 15 Pro, 16 grammes de moins, c'est quand même 10% les amis, c'est assez énorme en main, d'autant qu'il est plus fin, un demi-millimètre, là aussi c'est très important sur un smartphone. Moi je trouve qu'il se raye, il se salit beaucoup moins que l'acier et le titane d'ailleurs prend beaucoup les traces de doigts, et pour les filles, je trouve que c'est un téléphone qui est à la fois plus maniable, et surtout il y a beaucoup moins de risques de le rayer, notamment dans les sacs à main, donc pensez-y aussi au moment du choix. Alors il y en a beaucoup qui adorent ces bords un petit peu plus arrondis, qui sont moins tranchants, regardez ici, même avec une coque, je trouve que ça se prend mieux en main. Bon, dans 5 ans, on aura à nouveau la révolution des bords tranchants, comme à l'époque de l'iPhone 4, puis le retour des bords ronds à l'iPhone 6. Chez Apple, le design, c'est un éternel recommencement. Alors Apple a pas arrêté de dire à la presse que personne n'utilisait le bouton silencieux là sur le côté pour justifier l'arrivée du bouton action sur les iPhone 15 Pro, mais ils l'ont pas mis sur l'iPhone 15, alors pourtant ils ont changé quand même un petit peu le châssis. C'est assez bizarre. Après, moi je trouve que l'iPhone c'était quand même un des rares téléphones où on peut le mettre en silencieux assez rapidement, sans toucher l'interface, sans même forcément regarder son doigt. Alors c'est vrai qu'on est beaucoup à le mettre en silencieux tout le temps, donc est-ce que c'était vraiment utile? Moi j'attends votre réponse dans les commentaires parce que j'ai vraiment pas d'avis tranché sur la question. Je trouve toujours assez pratique ce bouton, mais c'est vrai que j'utilisais quand même plus beaucoup. Donc bon, voilà, pour l'année prochaine on aura sûrement un petit bouton action. Alors vous venez d'acheter votre nouvel iPhone 15, mais est-ce que vous avez pensé à prendre un VPN? Alors déjà c'est quoi un VPN? Eh bien c'est un programme qui est dispo sur iPhone, Android, Mac et PC, qui va vous permettre de chiffrer votre connexion internet et de changer votre adresse IP. Vous pouvez ainsi faire croire au site que vous êtes localisé dans un pays différent, ce qui vous permet par exemple d'accéder au contenu exclusif du catalogue américain de Disney+, en faisant passer votre connexion par un serveur aux États-Unis, ou encore de continuer de profiter de vos contenus français lorsque vous êtes à l'étranger, comme la Coupe du Monde de rugby qui est dispo que sur TF1, uniquement avec une IP française. Alors l'autre intérêt, c'est de rendre votre connexion complètement invisible et sécurisée, notamment sur les réseaux Wi-Fi publics peu sécurisés, que ce soit dans un hôtel, une université, votre entreprise, bref, vos données de navigation et données personnelles sont chiffrées et irrécupérables en cas de cyberattaque. Même votre fournisseur d'accès ne pourra pas voir ce que vous faites et donc éventuellement limiter votre connexion. NordVPN comprend même une fonctionnalité qui permet de vérifier que vos identifiants ne sont pas compromis dans le dark web. Alors NordVPN, qui est notre sponsor cette semaine, fait partie des leaders mondiaux dans le domaine. Vous pouvez même avoir jusqu'à 6 utilisateurs simultanés, une assistance 24 heures sur 24 par chat. Vous pouvez même tester le service 30 jours satisfait ou remboursé. Alors à l'occasion de la sortie de ces nouveaux iPhones, vous pouvez même bénéficier de 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans, soit en gros le prix d'un café par mois. Vous trouverez évidemment tous les liens pour en profiter là sous la vidéo. Bon, je suis obligé de revenir sur cet écran OLED qui est absolument incroyable. La dynamique, c'est-à-dire l'écart entre les basses et les hautes lumières est assez dingue, surtout quand vous regardez des contenus
HDR. On a l'impression que le soleil, toutes les lumières sont vraiment naturelles. Cette année, on grimpe même à 2000 nits en extérieur. Je sais pas si vous vous rendez compte, on était entre 800 et 1200 l'an dernier sur le 14. C'est pratiquement 2 fois plus lumineux, même si c'est pas toujours hyper flagrant. En tout cas, on est au niveau de l'iPhone 15 Pro. C'est juste fou, surtout en été, c'est vraiment très pratique. Alors attention par contre, si votre téléphone chauffe trop, Apple va réduire quand même la luminosité. Et surtout, on est même au-dessus du Galaxy S23 Ultra, hein, qui est à 1700 nits, qui est donc un petit peu moins lumineux. Incroyable quand même. Alors comme l'année dernière, on a la version classique et la version plus avec le plus grand écran et très franchement, si vous regardez beaucoup de contenu, que vous jouez à des jeux, que vous regardez des vidéos, que vous lisez aussi des sites, regardez, il y a plus d'espace, on voit plus d'infos aussi. Franchement, vos yeux méritent peut-être la différence de prix, à vous de voir. On gagne aussi largement en autonomie. Ici, c'est l'iPhone qui a le plus d'autonomie de toute la gamme, y compris avec les pros. Après, c'est vrai qu'il y a des compromis. Déjà, c'est un téléphone qui s'utilise à 2 mains. Et c'est vrai que quand on est une fille ou quand on a des petites mains, quand on utilise beaucoup le téléphone à une main, c'est un petit peu casse-pied. Donc à vous de voir. Mais en tout cas, pour moi, le choix, il est vite fait. Alors l'autre nouveauté au niveau de l'écran, c'est la Dynamic Island, hein. Regardez cette petite pastille qui va bouger, qui va vous offrir en fait du multitâche pour des petites choses. Par exemple, vous postez votre story Insta, vous lancez un minuteur, vous attendez votre course Uber. Donc c'est pas révolutionnaire, mais je trouve que c'est quand même plus utile, hein, que l'encoche qu'on avait avant. Même si je trouve que dans les films, dans les jeux vidéo, quand vous êtes en plein écran, voilà, visuellement c'est un petit peu plus gênant. Parfois ça masque même, hein, les commandes de jeu, ça peut être un petit peu casse-pied. Franchement, vivement que ces capteurs disparaissent totalement, mais en attendant, c'est quand même un progrès, hein, qu'on avait l'an dernier que sur la gamme Pro. Alors par contre, par rapport à l'iPhone 15 Pro et même au 14 Pro, on n'a toujours pas l'écran allumé, et ça c'est un petit peu dommage, notamment pour cette fonction radio réveil. Regardez, quand vous le mettez à l'horizontale ici, vous pouvez mettre vos petits widgets, moi franchement j'adore, mais là il va s'éteindre assez vite. Pour le rallumer, il va falloir taper comme ça ici sur la table de nuit. Vous avez surtout pas de ProMotion, c'est-à-dire le fait de passer de 60 à 120 images par seconde, et ça, dans les animations, ça apporte un sentiment de fluidité. Franchement, quand vous êtes habitué, vous avez l'impression que ce téléphone rame un petit peu, même si le bénéfice, c'est quand même l'autonomie. C'est vrai que sur mon Pro Max, je trouve que la batterie, maintenant, elle fond à vue d'œil, depuis qu'il y a ces écrans un peu toujours allumés, depuis qu'il y a le ProMotion, alors que ici, on va effectivement économiser un petit peu. Donc, à vous de voir le choix entre l'autonomie et puis, voilà, la fluidité à l'écran. Alors, ça y est, on a enfin de l'USB-C sur tous les iPhones. Alors, Apple a été un peu forcée par l'Europe, elle arrive vraiment au dernier moment, mais au moins, elle l'a mis sur tous les téléphones, pas uniquement le Pro. Alors, évidemment, c'est Apple, donc l'USB est un peu bridé sur ses modèles par rapport au Pro, puisqu'on a que de l'USB 2, voilà, une technologie qui a 15 ans. Et c'est dommage, puisque par exemple, si vous sauvegardez vos iPhones sur votre Mac, votre PC, au lieu de payer des abonnements iCloud, vous allez mettre toute une nuit pour le sauvegarder, sauf qu'il faut une trentaine de minutes en USB 3. Vous pouvez aussi maintenant copier des données vers des SSD, vers des clés USB. Et là aussi, ça va mettre beaucoup de temps, puisque regardez, on a mesuré entre 30 et 40 mégaoctets seconde, contre 600 à 700 sur une version Pro, donc c'est quand même 20 fois plus lent, les amis. Alors, Apple nous dit oui, mais bon, il fallait rajouter un contrôleur, la puce A16 n'en avait pas, très bien, sauf que on nous a dit la même chose sur l'iPad 10, alors que sur les iPad Pro Lightning, Apple avait un contrôleur USB 3. Donc voilà, c'était vraiment dommage de pas le mettre, on l'a aussi sur Android, voilà, on l'aura l'année prochaine, on va en parler juste après, est-ce que c'est vraiment gênant ou pas, c'est ce qu'on va aller voir. Alors l'USB-C, ça apporte quand même plein de petits trucs cool. Déjà, vous pouvez recharger tous vos petits accessoires, par exemple les casques, les AirPods par exemple, ça peut être pratique dans l'avion. Vous pouvez recharger aussi un autre smartphone pour dépanner quelqu'un, que ce soit un iPhone, un Android. Ça marche même avec un iPhone, un Lightning, donc ça va le charger, c'est plutôt rigolo. Par contre, c'est vrai que vous allez devoir racheter un petit peu tous vos accessoires. Évidemment, vous n'allez pas tout racheter d'un coup, mais petit à petit, la transition va se faire. En attendant, Apple propose un petit adaptateur Lightning vers USB-C, donc pour utiliser par exemple vos vieux casques. Mais c'est vrai que petit à petit, l'idée, c'est quand même d'adapter un petit peu tout ça. C'est dommage qu'il n'ait pas mis dans la boîte. Dans la boîte, on n'a qu'un seul câble USB-C. Alors, une autre fonction super pratique de l'USB-C, c'est que vous pouvez diffuser l'écran du smartphone sur un vidéoprojecteur, sur une télé, avec juste un petit adaptateur HDMI ou un dock qui coûte rien. Donc ça, c'est pratique. Apple nous dit qu'on peut monter en 4K HDR. Alors, j'ai fait des tests. Regardez, en HDMI, déjà en Dolby Vision, ça bug. J'ai pas réussi à le faire fonctionner ni sur l'iPhone 15 ni sur l'iPhone 15 Pro. Pourtant, j'ai essayé avec plein de matériel. Alors que ça marche avec une Apple TV par exemple. On dit aussi que ça peut monter jusqu'en 4K, mais avec les iPhone 15, j'ai réussi à monter qu'en 1080 en HDMI, alors que ça monte bien en 4K avec les iPhone 15 Pro. J'ai essayé plein de docks, plein de câbles différents aussi. J'ai pas essayé l'adaptateur d'Apple qui est à 80 €, mais a priori, il devrait être relativement standard. Par contre, sur un écran USB-C, lui, il va être effectivement affiché en 4K, y compris sur les iPhone 15. Donc peut-être qu'il y a encore des petites limitations quand même. Je regarderai ça encore plus précisément dans le test écrit. Alors parmi les autres trucs cool, regardez ici, j'ai branché une manette de PS5 en filaire, donc ça permet de la charger
et d'avoir aussi un petit peu moins de latence. Évidemment, il faut des docks un peu spécifiques avec plusieurs prises USB-C, mais ça marche super. En fait, l'iPhone devient une vraie console de salon, hein, comme une Switch que vous pouvez brancher sur la télé. Et regardez Sylvia, là, comme elle s'est bien amusée sur pas mal de jeux, notamment Call of Duty. Par contre, attention, si votre dock il est pas branché sur le secteur, hein, la batterie là, elles font vraiment à vue d'œil, hein, le HDMI plus recharger la manette, tout ça, ça pompe énormément d'énergie. Mais en tout cas, c'est vraiment très cool d'avoir ça juste avec un téléphone finalement. En fait, l'USB-C, il est vraiment universel, hein, comme son nom l'indique. Vous pouvez brancher vos claviers, vos souris, vos interfaces audio. Là, regardez, on a branché une interface M-Audio directement avec un petit micro XLR, hop, et c'est reconnu immédiatement par GarageBand, donc ça c'est assez cool. Vous pouvez brancher une guitare aussi. Là, regardez, j'ai un micro, le M7 de Shure, qui est directement connecté au téléphone. J'ai un super son, là, juste en branchant, sans adaptateur. Donc, c'est vraiment hyper pratique. Apple a aussi sorti des EarPods. Je vous ai testé hein, ça sur le site, qui sont lossless, que vous pouvez brancher sur votre iPad, sur votre Mac. C'est tellement pratique d'avoir de l'USB-C, moi j'attendais ça avec impatience. Avec l'USB-C, on peut maintenant connecter directement une clé USB ou un SSD sur l'appareil sans adaptateur. Ça c'est quand même assez cool. Et surtout on a un système maintenant de gestion de fichiers hein, sur iOS qui permet de copier-coller des photos, des vidéos, vous pouvez les transférer à des amis qui ont des ordinateurs, qui ont des Android, donc ça c'est vraiment hyper pratique. Par contre Apple permet pas d'enregistrer directement les vidéos sur cette petite clé, sauf sur l'iPhone 15 Pro avec différents formats, on va en reparler, mais on est obligé de le faire un peu manuellement, donc c'est assez rébarbatif. En plus c'est lent ici sur ce modèle puisqu'on est qu'en USB 2, mais bon c'est déjà ça, c'est pas mal. Il y a un truc que j'aimerais bien aussi, c'est de pouvoir faire les sauvegardes directement du téléphone là-dessus, comme ça vous le remettez sur votre nouvel appareil par exemple, ou vous pouvez le stocker dans un coin, dire tiens là-dessus j'ai une sauvegarde complète du téléphone sans passer par un ordinateur, ce sera assez pratique. En fait de manière générale je trouve que iOS n'est pas très optimisé pour pouvoir gérer du stockage externe, ça va peut-être venir, mais je suis pas sûr puisque Apple ça leur permet aussi de vendre des abonnements iCloud qui coûtent quand même très cher, ça fait partie de leur cœur de business. Alors malgré l'USB-C on n'a aucun progrès sur la charge rapide, hein, on plafonne toujours à 27 watts, ce qui est quand même pas génial face à la concurrence qui est entre 40 watts chez Samsung, même jusqu'à 150 watts chez certains. Et là, effectivement, il nous faut encore bien 30 minutes pour mettre la moitié, alors que chez certains, on est à 10-20 minutes. Donc si vous avez oublié de charger la nuit, c'est quand même beaucoup plus pratique que chez Apple. Sur la charge sans fil, pas de changement, le MagSafe est toujours limité à 15 watts. Par contre, Apple a adopté la norme Qi 2. J'étais un peu surpris. En fait, c'est la charge sans fil avec l'aimant, mais au format universel, sans verser de royalty à Apple. Donc on va voir plein d'accessoires comme ça qui vont sortir, des docks, des petits réveils aussi, donc qui vont être effectivement à cette norme et qui vont être beaucoup moins chers que ceux qui sont validés par Apple. Bon, la vraie révolution de ce téléphone, c'est la partie photo. Franchement, j'étais très emballé quand j'ai vu ce capteur de 48 mégas. Alors, j'ai cru que c'était le même que l'iPhone 14 Pro, en fait. Il est un petit peu plus petit, on en reparlera. Par contre, on a quand même 4 fois plus de pixels qu'avant. On a accès à tout le capteur, donc forcément, si vous shootez en 48 mégapixels, ça fait des gros fichiers, entre 5 et 10 mégas, contre 1 et 2 mégas avant 12 mégas. Donc c'est 4 fois plus de place, 4 fois plus de place sur votre compte iCloud aussi, donc méfiance si vous shootez en 48 mégapixels. Mais Apple s'est dit c'est quand même dommage de perdre autant de qualité et de faire des photos de 48 mégas, les passer en 12 mégas, on va faire un format intermédiaire qui est le 24 mégas. Et là les fichiers font 3 à 4 mégas, donc c'est toujours 2 fois plus qu'avant, mais on va dire que c'est plus acceptable, notamment sur iCloud. Moi mon regret c'est que le passage de 12 à 24 mégas, on peut pas le régler directement sur la prise de vue, on est obligé d'aller dans les réglages de l'appareil photo, donc c'est assez rébarbatif, je pense que tout le monde va mettre en 24 mégas et tout le monde va voir sa bibliothèque grimper, donc y compris sur iCloud. Attention, on n'a pas accès au format RAW, au format brut de capteur, en tout cas pas avec le système intégré de l'iPhone 15, il faudra passer sur l'iPhone 15 Pro, pour moi c'est un bridage qui est totalement logiciel, mais bon, pourquoi pas. Après, on a le mode nuit qui reste limité à 12 mégas, le mode portrait à 24 mégas, voilà, je pense qu'ils n'arrivent pas à gérer tout le capteur d'un coup des 48 mégapixels, ou que ça n'a pas forcément d'intérêt, mais il faut savoir qu'il y a des petites limitations. Alors moi, ce qui me gênait avant l'iPhone 15, c'est de ne pas avoir de vrai zoom optique, et voilà, pour prendre un paysage, un portrait, un monument, c'était quand même assez pratique. Alors vous me dites, mais comment ils ont fait pour ajouter un zoom alors qu'il n'y a pas de nouveau capteur, il n'y a pas de nouvelle optique? En fait, Apple fait ce qu'on appelle du recadrage. Avant, sur l'iPhone 14, vous aviez 12 mégapixels, ça vous sortait une photo de 12 mégapixels. Là, vous avez 48 mégapixels, Apple vous sort toujours 12 mégas ou 24 mégas suivant vos choix, donc on va perdre quand même de l'information. Mais cette information, on peut aller la récupérer sur une petite partie de l'image. On peut faire ce qu'on appelle un zoom dans le capteur, aller chercher les 12 mégapixels, voilà, les plus au fond possible, pour avoir plus de détails sur une tête, sur un monument, sur une montagne par exemple. Et ça permet d'avoir un vrai zoom de fois finalement. Alors vous allez me dire, mais on peut le faire en fait, on peut le faire manuellement, on prend une photo en 48 mégapixels, et puis on va recadrer l'image pour avoir juste les 12 mégas qui vous intéressent. Bah oui, c'est possible, sauf que si vous gardez uniquement
uniquement des photos à 48 mégapixels, vous allez avoir beaucoup de place, et surtout si le but était de zoomer sur une petite partie sur un bâtiment, c'est pas forcément utile, donc autant le faire au moment de la prise de vue, c'est à ça que sert ce vrai zoom 2 fois. Et le mieux, c'est que ça marche aussi en vidéo. Vous avez un vrai zoom 2 fois en 4K, y compris à 60 images par seconde, donc vous pouvez partir d'un champ très large comme ça avec l'ultra grand angle, même en 4K 60, ça va changer de capteur automatiquement jusqu'à du 2 fois, et ça c'est génial, ça marche pendant l'enregistrement. Par contre, on monte pas à 3 fois, voilà, sur l'iPhone 14 Pro, on a un petit 3 fois en enregistrement. Faut savoir que la 4K, c'est que 8,8 mégapixels, donc c'est en dessous des 12. En fait, vous avez 3 niveaux de zoom dans un capteur de 48 mégapixels. Mais là, je pense que, voilà, soit il y a trop de bruit, soit Apple veut le limiter sur cette version. Mais en tout cas, pour moi, pour mon usage, je trouve que c'est déjà largement suffisant. Alors, 2 jours, clairement, entre un iPhone 14 et un iPhone 15, surtout si vous shootez en 12 mégapixels, vous aurez quasiment aucune différence, sauf sur le traitement des couleurs. Vous voyez, notamment la peau est un petit peu plus naturelle. Voilà, certaines couleurs sont aussi un petit peu moins flashy, en tout cas moi je préfère. Par contre, si vous passez directement en 48 mégapixels, alors là vous avez tout de suite beaucoup plus de détails. Vous voyez sur la boucle d'oreille de Sylvia, là on voit bien le détail des tresses. En 24 mégas, vous avez aussi plus de détails. Ici sur la barrière, on voit que c'est un petit peu plus net. En fait, le 24 mégas, je trouve que c'est le bon compromis entre le stockage et la qualité, donc moi c'est ce que je vais laisser par défaut sur ces appareils. Alors j'ai fait des tests en soirée aussi, et j'ai été surpris que, regardez, ça bruite pas trop là, même en 48 mégapixels, on gagne quand même en détail, même si on n'avait pas beaucoup de lumière. Regardez le bras de la dame, regardez les détails dans les pierres. Si vous passez en 24 mégas, vous gagnez aussi beaucoup d'informations. Regardez par exemple sur le bateau, là on lit pratiquement les inscriptions, alors que c'était un gros bruit sur la version 12 mégapixels. Et puis de nuit, on a des vrais progrès, même à 12 mégapixels, regardez, on récupère des détails, par exemple ici les écritures, les détails du bois, et puis ce qui est encore plus impressionnant, c'est dans la nuit noire. Alors regardez ici, là sur le bitume, on a effectivement beaucoup plus d'informations, c'est beaucoup plus net. En fait, ce capteur, non seulement on a plus d'informations avec les 48 mégapixels, mais surtout, il est un petit peu plus lumineux manifestement, en tout cas il est beaucoup plus efficace sur l'iPhone 15, quel que soit le format d'image que vous utilisez. Ça, c'est une excellente nouvelle. Alors le mode portrait, vous savez, avec le faux flou d'arrière-plan, il évolue quand même pas mal cette année. Déjà, on a un nouveau mode a posteriori, c'est-à-dire que si vous prenez en photo, par exemple, un animal ou un portrait, alors attention, ça marche pas en 48 mégas, hein, uniquement en 12 et en 24, il va créer un mode portrait après coup. En fait, si on a plusieurs personnes sur le mode portrait, on peut même switcher de l'une à l'autre, donc ça marche quand même plutôt pas mal, même si les détourages, je les trouve encore assez médiocres, hein, en tout cas surtout sur ce modèle qui a en fait que 2 capteurs, donc qui est très pénalisé, c'est beaucoup de l'IA. Et puis regardez ici par exemple, il met les cheveux de Sylvia, alors on voit bien clairement que c'est pas les mêmes tons, donc oui, effectivement c'est pas encore parfait, mais je trouve ça très sympa qu'il évolue. Il évolue aussi de nuit, regardez, on a des meilleurs tons de peau ici, là à contre-jour, c'est vrai que j'ai meilleure mine, et franchement je trouve ça très cool, donc c'est bien, ça évolue vraiment dans le bon sens hein, sur ces iPhone 15. Alors un petit mot quand même sur l'ultra grand angle, qui est toujours en 12 mégapixels, mais surtout Apple l'a pas amélioré. Il ouvre toujours à 2.4 contre 2.2 pour l'iPhone 14 Pro, et regardez là en soirée par rapport à un 14, bah c'est toujours assez moyen. Dès qu'on zoome un petit peu dans l'image, c'est pas terrible. Ça c'est vrai que c'est un petit peu dommage, parce que moi j'aime bien quand même utiliser ce capteur, mais bon bah ce sera peut-être pour l'année prochaine. Alors la caméra frontale, elle a pas changé, ça c'est dommage, c'est toujours pas une priorité pour Apple, on a toujours du 7 mégas en photo, ce qui est quand même pas terrible par rapport à la concurrence. Bon les amis, je sais pas si vous avez remarqué à quel point on est beau ce soir, c'est parce qu'on filme en 4K et la caméra n'a pas changé. Non, malheureusement. Mais en fait, c'est peut-être pas plus mal, regarde, puisque toi, là, quand tu filmes, quand tu fais des selfies, t'as pas envie que l'arrière-plan soit flou. En fait, d'avoir des belles optiques, des beaux capteurs, pour les selfies, c'est pas forcément idéal. Par contre, c'est vrai que là, regarde, il y a des endroits complètement cramés, la dynamique est quand même pas terrible, même s'il y a un petit peu de HDR. Donc ça, ce serait bien qu'il améliore quand même, peut-être pour l'année prochaine. Bon, allez. On continue la vidéo. Voilà pour la partie photo vidéo. Je vous prépare quand même un petit comparatif 15 Pro avec une petite surprise au milieu. Restez bien à l'écoute, ça va être une vidéo, je pense, assez intéressante. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de cocher la petite cloche. Alors un petit mot aussi sur l'A16, donc la puce qui équipe ces appareils et qui équipait les iPhone 14 Pro l'an dernier. Donc il y a une puce très puissante, hein. C'est toujours plus rapide que la plupart des puces sur Android du marché. On a 6 cœurs CPU, 5 cœurs GPU. Faut savoir qu'elle est à peine plus lente que la 17, hein, 10% sur le CPU, 20% sur le GPU. Donc très franchement, c'est largement suffisant. Moi je dirais que la seule déception de cette puce, c'est qu'on n'a pas le contrôleur USB 3, qu'on a que sur la 17. Donc voilà, ça, l'USB 2, c'est un peu dommage. On n'aura pas le ray tracing, vous savez, ça c'est une technologie qui est quand même relativement récente hein, sur les cartes d'ordinateur, mais qui permet d'avoir des effets de lumière un peu plus poussés, un peu plus réalistes. Donc on aura uniquement sur les prochains jeux. Donc moi je trouve qu'aujourd'hui on a déjà un très bon catalogue, on peut le brancher sur une télé, on peut monter en résolution. Donc vraiment la 16 c'est déjà une très belle puce pour le jeu, qui durera aussi dans le temps sur les mises à jour iOS. Donc il n'y a pas tellement de frustration à avoir cette année par rapport
à la 17. Allez, un mot sur l'autonomie. Alors Apple a augmenté légèrement la capacité de la batterie, mais franchement c'est marginal. Ce qu'il faut retenir, c'est que ici on a une meilleure autonomie que sur les versions Pro. Ça c'est très net, c'est le fait qu'on n'a pas d'écran toujours allumé, on n'a pas de ProMotion, donc on va économiser quand même pas mal. En gros, ça tient une journée, si vous avez un usage à peu près normal. Regardez ici, c'est 4 h de l'après-midi. J'ai eu vraiment un usage classique aujourd'hui. Je suis à 30% sur l'iPhone 15. Je suis à 40% sur l'iPhone 15 Plus. Donc si vous voulez vraiment une grosse autonomie, faire des journées complètes, prenez la version Plus. Hein, il est clairement meilleur. En fait, c'est le meilleur de tous les iPhones. Alors, deux petites nouveautés cette année, vous avez le décompte des cycles de charge, ça peut être pratique si vous achetez un téléphone d'occasion, voir combien de fois il a été chargé. Puis vous pouvez limiter aussi de façon unilatérale la charge à 80%, voilà, comme sur Android, comme sur les voitures électriques, ça permet de préserver le téléphone, mais bon, faut vraiment être à 20% largement en fin de journée pour que ce soit pas pénalisant. Bon allez, il est temps de conclure, est-ce qu'il faut acheter cet iPhone 15? Eh ben écoutez, oui les amis, pour une fois l'entrée de gamme, c'est un bon téléphone, il a ce nouveau capteur, ce zoom, l'USB-C, l'écran OLED incroyable, plein de nouveautés en termes de capacité photo et vidéo. C'est facile de le brancher sur tous vos accessoires USB. Il a ce design qui est magnifique, qui est très robuste aussi. Pour moi, il a que deux défauts. Le premier, c'est la capacité de base, 128 Go, surtout voilà, avec des photos en 24 mégas. Bon, vous pouvez toujours prendre du cloud pour compenser. Et puis à ce prix, on devrait avoir du ProMotion, au moins un petit 90 Hz. Ce serait vraiment pas mal comme sur Android. Mais en tout cas, chapeau à Apple, bravo. Pour une fois, vraiment, j'ai un téléphone qui n'est pas pro et qui n'est pas frustrant. Ça faisait bien longtemps. Allez, on termine avec les prix. Et pour une fois, c'est une bonne surprise, les amis. Le prix a baissé cette année. On repasse sous les 1000 €. C'est assez incroyable. Alors, malheureusement, c'est vrai que le 14 Pro est toujours en vente et il coûte que 100 € de plus. Vous avez quand même l'écran toujours allumé, le ProMotion, le vrai zoom optique x3. Donc, on peut se poser la question. Pour 200 € de plus, vous avez un iPhone 15 Pro avec tout ça et encore quelques petites nouveautés qu'on verra dans le test. Mais moi, ce que je vous conseille, si vous avez un budget qui n'est pas non plus hyper extensible, plutôt que d'acheter un Pro qui va être à peine meilleur, eh ben, mettez 100 € de plus pour avoir les 256 Go. Vous pourrez stocker vos images sans prendre des abonnements, ce sera plus intéressant. Et puis, abonnez-vous aussi à Mac Forever, puisqu'on relaye beaucoup d'infos sur les prix, sur les promos, et ça m'étonnerait pas que ces appareils repassent sous les 950, voire peut-être même autour des 900 € d'ici quelques mois, ce qui pourrait en faire vraiment une excellente affaire. Voilà les amis, j'espère que ce test a été assez complet. Si vous avez plein de questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr liker, vous abonner et prendre un abonnement VIP pour nous permettre de rester totalement indépendant des marques. Là, Apple nous a vraiment pas aidé sur ce coup-là, il fallait qu'on achète tous les produits. Donc merci à tous les abonnés VIP, merci à nos sponsors. N'hésitez pas aussi à utiliser nos liens sponsorisés qui sont sous la vidéo si jamais vous voulez acheter les produits. Tout ça nous permet d'être indépendants et de vous faire des belles vidéos comme ça. Donc merci à tous, je vous fais des gros bisous, on se retrouve très bientôt sur nos réseaux sociaux, sur nos applications mobiles, sur Mac Forever et bien sûr ici pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.